merci les conférenciers, merci messieurs et dames les participants. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour partager avec vous notre expérience. Je vais commencer par partager ma présentation. Donc ici, on va vous présenter une expérience qui est un peu loin de ce que vous avez vu dans les autres présentations. Notre expérience un peu dans la recherche scientifique, mais c'est pas de la recherche scientifique fondamentale, mais c'est de la recherche pour accompagner le développement durable, que ce soit du pays ou c'est-à-dire au niveau local ou bien au niveau régional ou international. Donc, moi, je travaille, c'est-à-dire je représente l'Institut national de recherche halieutique, qui est un institut qui a comme mission un peu le suivi et l'étude des ressources halieutiques et des milieux marins. Et donc, tout ce qui est en relation, tout projet de développement durable en relation avec le milieu marin et le milieu côtier, ça fait partie de la mission des études de notre institut. Et donc, bien sûr, nous avons utilisé les systèmes d'information géographique pour différentes études, comme par exemple pour la définition un peu de la nature du fond des milieux marins, parce que c'est très important de connaître les habitats pour pouvoir suivre les ressources. Nous l'avons utilisé également de tout ce qui est étude de la distribution de ressources, la dynamique de ressources. Vous savez, les ressources halieutiques, les poissons, c'est dynamique, ça bouge, c'est en fonction c'est-à-dire des conditions océanographiques, climatologiques, et ça se déplace. Et donc, c'est le système nautique qui nous a permis de suivre, c'est-à-dire de suivre cette dynamique en se basant bien sûr sur toutes les données collectées, que ce soit à partir du campagne de prospection scientifique ou bien à partir des données de pêche commerciale. Ça nous a permis aussi de suivre l'activité des bateaux de pêche, de suivre aussi tout ce qui est problème de changement climatique, etc. Et tout problème, c'est en relation avec le milieu littoral. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler un peu des zones humides, notre expérience un peu dans l'étude des zones humides, surtout ce sont des zones qui ont des services, qui fournissent des services écosystémiques pour la population locale. Donc, le Maroc, il dispose d'à peu près 3500 km de côte, 500 km en Méditerranée, 3000 km en Atlantique. Il dispose d'un nombre important et le plus important nombre de zones humides au niveau de toute l'Afrique du Nord. Et ces zones humides sont caractérisées par une biodiversité assez importante et par aussi, ce sont des zones d'accueil des oiseaux migrateurs qui viennent presque toute l'année. Et donc, bien sûr, ce sont des zones qui créent du service pour des bénéfices pour la population locale. Parmi ces lagunes, on va choisir la lagune de Walidia qui se trouve dans l'Atlantique Nord. C'est une lagune qui a été connue depuis plusieurs années, c'est-à-dire depuis les années 50, par son activité ostréicole, l'élevage des huîtres. Et cet élevage des huîtres, il attirait les touristes à cette petite commune, qui c'était une petite commune rurale, mais avec le développement du tourisme, cette commune il a grandi et il y avait développement de plusieurs infrastructures. Ce sont des infrastructures parce qu'il y a beaucoup de touristes, il y avait c'est-à-dire les touristes que ce soit nationaux ou internationaux. Il y avait des activités nautiques, donc il y avait le développement de plusieurs chaînes hôtelières. Et en plus de ça, il y avait l'activité qui était traditionnelle locale. C'est la pêche artisanale, c'est l'agriculture dans les communes rurales. Toute cette activité-là, cette augmentation d'infrastructures, ça a créé divers impacts sur l'écosystème naturel de cette lagune. Donc, comme étude pour un peu savoir quel est l'état ou bien de ces écosystèmes naturels
et quels bénéfices continuent c'est-à-dire à tirer l'homme de ces infrastructures naturelles. Nous avons fait une étude de SIG et de modélisation pour comprendre un peu cet impact. Donc, parmi les choses que nous avons fait, on avait commencé par faire des mesures sur le terrain et de la cartographie pas sur images aériennes et images satellitaires. C'est une classification pour un peu localiser les zones d'agriculture, les zones c'est-à-dire d'habitat, les zones où il y a l'ostréiculture, les zones où il y a la concentration des hôtels, etc. Donc ici, par exemple, c'est une carte où nous avons présenté les zones où il y avait des zones d'élevage au niveau de la lagune. Ce deuxième cas, c'est nous avons un peu mis en place tous les terrains d'agriculture qui sont aux alentours de cette lagune. Ici, nous avons représenté un peu les habitats et donc un peu c'est-à-dire les habitations, bien les agglomérations de population qui se trouvent à côté ou à proximité de cette lagune et qui viennent y trouver du travail pendant la saison. Ils ne peuvent pas exercer de l'agriculture. Ici, c'est une carte qui représente les zones de concentration des services touristiques tels que les hôtels, les hôtels, les restaurants, les campings, etc. Alors, l'ensemble de toutes ces informations, nous l'avons compilé dans un SIG pour pouvoir créer des matrices et définir un peu les bénéfices et aussi les dégâts qui peuvent être créés au niveau de cette zone. Donc ça, c'est pour montrer un peu l'utilité des SIG pour l'étude de tels sujets de développement durable des zones, que ce soit côtières, et de la même chose, on peut faire la même chose pour le milieu océanique. Ici, je vais commencer un peu pour vous représenter qu'est-ce que peut nous rapporter l'utilisation de Supermap de telles études de développement durable. Donc, par exemple, ici, ça nous permet de faire la collecte des données sur le terrain et de le saisir directement sur le terrain. C'est-à-dire l'information, une fois collectée, on peut la vérifier, on peut la saisir, la projeter et la vérifier sur le terrain avant de revenir au bureau pour la traiter ou bien la superposer avec d'autres couches d'informations. Aussi, le Supermap nous offre des technologies d'intelligence artificielle, comme il a été présenté tout à l'heure par notre collègue dans le cadre de la formation. Donc, il y a tous les modèles neuronaux qu'on peut utiliser pour la classification, pour ressortir un peu les différentes infrastructures, que ce soit les zones d'eau, ou bien que ce soit les champs d'agriculture, ou bien les constructions d'habitation, etc. Ça nous permet un peu de ressortir les différents objets qu'on peut avoir sur une carte et que ça nous permet un peu de faire nos modèles et voir l'interaction entre eux au niveau spatial pour un peu ressortir nos plans d'aménagement. Donc, ici, c'est un exemple aussi, ça nous permet d'identifier les zones qui peuvent un peu être, qui peuvent un peu déranger au niveau des zones. Si, par exemple, on avait des zones, par exemple, dans le cas de la lagune de Walidia, à proximité des salines, tout ça, il ne doit pas y avoir des constructions d'habitations. Mais s'il y en a des choses qui sont en infraction, c'est très facile de les identifier à partir des images de très haute résolution et avec les outils de classification offerts par le logiciel pour un peu définir pour délimiter ces zones. La même chose, comme ça a été présenté tout à l'heure aussi, à proximité des zones côtières, nous avons besoin de délimiter les cours d'eau et c'est un outil qui nous permettra de le faire facilement et de bien définir avec précision tous les contours d'eau et on peut faire la connexion avec les zones côtières et même avec le milieu marin. La même chose aussi, c'est le cas de construction.
Ça, le format 3D, ça nous permet bien de localiser ces zones et d'étudier la relation ou l'impact qu'il peut avoir par rapport aux zones côtières ou par rapport à d'autres infrastructures naturelles. Donc ça aussi, ça a été présenté par mon collègue tout à l'heure. Donc c'est aussi comment on utilise les applications desktop pour un peu ressortir et suivre de manière un peu réelle c'est-à-dire les différentes limitations et les différentes couches qu'on est en train de chercher à délimiter, et surtout la connexion avec les autres infrastructures qui nous permettent un peu d'avoir d'une manière intégrée l'information qui nous permettra d'élaborer des plans d'aménagement. Aussi, c'est un outil qui me permet un peu de suivre à temps réel les problèmes d'inondation. Par exemple, lorsqu'il y a on est des zones un peu sensibles, on veut faire des infrastructures au niveau côtier ou bien sur le offshore. C'est-à-dire on est dans des zones où on connaît l'information sur la météorologie ou bien sur le bassin hydrologique. Cet outil nous permet un peu de simuler les risques d'inondation et comment on peut intervenir et comment on peut mettre notre projet et prendre un peu, c'est-à-dire prendre en considération tous les risques possibles qui peuvent atteindre ou qui peuvent toucher notre projet. Donc, c'est toujours ici un peu la représentation 3D des zones humides, et ça nous facilite un peu l'étude et la proximité par rapport et la connexion avec les zones côtières. Parmi un peu les nouveautés de Supermap, c'est ce modèle 3D et qui permet de passer, c'est-à-dire qui permet d'avoir une information sur un peu sur l'analyse des données à une échelle pas surfacique mais volumétrique. C'est le modèle qui s'appelle Voxel Grid, et ça va nous permettre ici, par exemple, de suivre un peu les niveaux de pollution dans le cadre d'une pollution, que ce soit du cours d'eau, d'une lagune ou bien du milieu marin. Et ça nous permet aussi de voir les niveaux d'intensité. L'intensité, on va refaire, vous voyez ici, les différents niveaux de densité de cette pollution, c'est-à-dire on va voir est-ce que c'est dans les eaux superficielles, dans les eaux, entre les eaux ou bien dans des niveaux un peu profonds. La même chose aussi dans le cas des études océanographiques, on est très intéressé pour connaître c'est-à-dire les conditions climatiques, que ce soit au niveau local, régional ou bien à une grande échelle. C'est un outil qui permet d'avoir traité l'ensemble de l'information et la visualiser d'une manière dynamique, ce qui facilite un peu la prise de décision chez les décideurs. Bien sûr, comme les autres logiciels aussi, c'est un outil de web mapping et ça permet un peu, et ça permet aussi de faire travailler plusieurs personnes sur un même projet, ce qui facilite, et aussi ça permet un peu pour les décideurs, pour les aménagistes de suivre à temps réel le développement des projets. C'est un outil aussi qui nous permet d'avoir un reporting, et le reporting, il peut être que ce soit sous forme de carte, comme il peut également sous forme de graphes, accompagné avec des graphes, ce qui facilite toujours la prise de décision pour les décideurs. Donc voilà, donc avec ce diapo, je termine mon exposé. J'espère que ça vous apporte quelque chose, surtout au niveau projet de développement durable et études d'impact pour les milieux marins et côtiers. Et je vous remercie.